Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la quatrième et dernière étape de notre tour du monde des solidarités. Après la découverte de l'action du CCFD dans 2 pays d'Asie, de l'action du CCFD Terre Solidaire sur le thème transversal des migrations, nous allons vous proposer ce soir un détour par le plus vaste pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, le Brésil. Donc, je suis Christian, bénévole au CCFD Terre Solidaire du Gers à Auch. Et ce soir, je ferai équipe avec Daniel. Vas-y, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, Daniel, qui est bénévole au CCFD depuis un certain nombre d'années. Donc, Daniel, est-ce que tu peux déjà nous dire dans quel contexte le CCFD Terre Solidaire a organisé ces 4 rendez-vous? 2021 est pour nous une année exceptionnelle, car nous fêtons nos 60 ans d'existence. Depuis 60 ans, le CCFD Terre Solidaire aide dans 70 pays sur les 5 continents des groupes de population parmi les plus démunis. Nous les aidons à construire eux-mêmes un avenir plus serein, plus sûr, plus heureux, un développement par l'homme et pour l'homme. Pour bien marquer cet anniversaire, notre équipe du Gers propose un parcours des 4 saisons qui va se réaliser dans 4 secteurs différents du département. Elle est chargée de l'animation du carême de partage par les évêques de France. Nous présentons les actions de partenariat international que nous menons avec les moyens que vous nous donnez. Justement, ce soir, nous allons revenir au partenariat international. Et je crois, Daniel, que ce terme de partenaire a une résonance particulière pour toi. Parce que depuis ton engagement au CCFD, tu en as rencontré un certain nombre, on va dire un nombre certain. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, ces partenaires? Comment ils t'ont fait bouger? C'est un partenaire du CCFD venu des Philippines qui m'a transmis le virus du CCFD lors d'une soirée témoignage à Mirande. Depuis, j'en ai croisé plusieurs dizaines dans ma vie de militant. La première marque qui nous frappe à tous, c'est la détermination qu'ils mettent à faire vivre leur projet de développement. Aucun obstacle ne les empêche d'avancer dans leur projet, dans leur cause. Rien ne les arrête, même pas les armes. Ils avancent en construisant leur avenir. Belle leçon d'optimisme sur la capacité que nous avons, êtres humains, à faire bouger les choses collectivement. Les bulldozers que sont ces femmes et ces hommes nous interpellent en même temps sur notre mode de vie, sur notre société de pays riches. Ils nous disent que l'engagement du CCFD Terre Solidaire leur donne enfin les moyens d'agir pour progresser. C'est la clé d'un avenir meilleur pour eux et leurs familles. En somme, et comme nous l'a dit un soir Salim Dara, venu du Bénin, vous nous apportez les moyens pour espérer dans l'avenir. Vous n'avez pas le droit de nous laisser tomber maintenant. Vous nous lâcherez quand nous aurons suffisamment grandi. Bon, merci Daniel pour ces quelques mots. Bon, maintenant, nous allons faire, comme chaque soir, un détour par un pays. Et ce soir, ce sera le Brésil. Donc un pays de contraste, comme va nous le dire Floriane, qui est dans l'actualité. Un journal, un hebdomadaire titrait encore cette semaine « Inégalité, le grand bond en arrière du Brésil ». Donc Floriane va nous expliquer les actions du CCFD dans ce pays au travers de 2 situations. Une en milieu rural, avec une association qui s'appelle ASPTA, et une en milieu urbain, Banco Palmas. Donc nous reprendrons notre conversation ensuite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle étape du Tour du monde des solidarités. Aujourd'hui, nous allons parler du Brésil. Je suis Floriane Louvet, je suis chargée de mission au CCFD Terre Solidaire, au service Amérique latine, et je suis plus particulièrement en charge du Brésil et du Cône Sud. Je vous propose de commencer en vous dressant un tableau des grandes lignes de fond, des grandes problématiques qui traversent aujourd'hui le Brésil
que j'ai envie d'appeler une terre de lutte et de résistance. Première grande caractéristique, le Brésil est une société qui est structurée sur l'exclusion. C'est un des pays les plus inégalitaires de la planète, où 10% des plus riches concentrent plus de 43,1% des revenus. Un pays où la pauvreté, la faim, le travail informel sont le lot de millions de personnes qui ne bénéficient donc pas d'un droit convenable à l'éducation, à la protection sociale ou à un logement convenable. C'est aussi un pays où, et ça je crois que c'est le fruit de l'esclavage et du colonialisme, les inégalités liées au genre, à l'âge, à la couleur de peau ou à la classe sociale sont criantes. Et d'ailleurs, les propos de Jair Bolsonaro, qui est le président de la République depuis janvier 2019 au Brésil, ont été dans le sens de conforter tous les électeurs qui manifestaient de la misogynie, du racisme, de l'homophobie ou des préjugés envers les plus pauvres. Pour vous donner une idée, quelques chiffres, un féminicide a lieu toutes les 8 heures au Brésil, alors qu'en France, c'est un tous les 2 jours. 75% des homicides au Brésil sont noirs et une personne LGBT est assassinée toutes les 23 heures. Deuxième grande caractéristique, le Brésil est marqué par un développement extractiviste qui détruit les biens communs. Comme la plupart des pays d'Amérique latine, le Brésil est un pays où la concentration des terres est très forte entre les mains d'une minorité. On a 45% des terres agricoles qui sont entre les mains de 1% des propriétaires. Et cette concentration des terres, elle est accentuée par le développement économique du pays, qui est basé sur la surexploitation des ressources naturelles et l'exportation des matières premières. Alors très concrètement, ce modèle-là, il se traduit par une explosion de l'agro-business avec une utilisation massive des pesticides. Vous voyez sur la photo un avion qui répand des pesticides sur un champ de soja. Et le Brésil est d'ailleurs le premier pays consommateur au monde en pesticides. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'explosion des méga-projets miniers, les barrages hydroélectriques, le secteur de la construction qui explose également. Et tout ça n'est pas sans conséquences sur les territoires. Depuis maintenant 2015 à peu près, on peut dire, le nombre de conflits s'est considérablement augmenté. Des conflits qui provoquent des violences envers les populations autochtones, les populations paysannes, les communautés traditionnelles, qui sont pourtant les acteurs qui traditionnellement luttent pour le respect de l'environnement et des territoires. Dernière caractéristique pour avoir un tableau un peu complet, une gouvernance autoritaire, et ceci depuis à peu près le coup d'État contre Dilma Rousseff en 2016. Le pays brésilien, le Brésil, est caractérisé par une gouvernance autoritaire. Alors comment est-ce que ça se manifeste ? Tout d'abord, l'espace de vie politique a été considérablement réduit. Les opposants politiques, mais aussi la société civile, nos partenaires donc, sont considérés comme des ennemis et sont donc combattus. On les appelle les marxistes, les rouges. Et donc tout espace de co-construction de politique publique ou tout espace pour repenser le pacte social est complètement inexistant. Autre manifestation de cet autoritarisme, c'est la culture de la peur qui est alimentée par la police, par les militaires qui sont appelés à pacifier, entre guillemets, les quartiers populaires. Pacifier de quelle manière ? À travers des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires, à travers des modes de pression de tout type, des violences, etc. On constate qu'entre 2016 et 2018, les violences policières ont augmenté de 47%. Et les chiffres sont aussi très alarmants pour 2019. Deux derniers points pour parler de cet autoritarisme. Le monopole médiatique, on a aujourd'hui 5 familles qui contrôlent 50% des médias. Donc on est bien dans une situation de monopole médiatique qui occulte tout ce qui est manifestation et résistance citoyenne et au contraire diffuse des valeurs conservatrices et les valeurs d'un État violent et répressif à travers tous les différents canaux de communication. Enfin, dernier point, le Brésil est pionnier dans ce qu'on appelle la judiciarisation de la politique ou la politisation du judiciaire,
Qu'est-ce que ça veut dire? La justice laisse impunis de nombreux crimes et à l'inverse, s'immisce dans la vie politique pour maintenir les intérêts et les intérêts des tenants des grands pouvoirs économiques et financiers. Voilà un petit peu pour dresser très rapidement un tableau des grandes problématiques qui traversent le Brésil. Le CCFD s'est doté d'une stratégie partenariale, une valse en 3 temps, j'ai envie de dire, autour de 3 enjeux. Alors, un enjeu, c'est quoi? C'est une problématique sur laquelle le CCFD juge qu'il est pertinent de travailler pour avoir un effet démultiplicateur, un effet de transformation sociale sur les territoires. Alors, 3 enjeux, avec un premier qui est la réinvention d'une démocratie ouverte et inclusive. Je vous ai parlé d'autoritarisme tout à l'heure, eh bien c'est la nécessité de réinventer la démocratie, qu'elle soit portée par une société civile renforcée, articulée, particulièrement attentive à la place et au rôle des femmes et des jeunes. Alors très concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en appuyant des partenaires qui vont délivrer des formations politiques, qui vont se rencontrer entre eux pour pouvoir s'articuler, également en appuyant des partenaires qui vont lutter contre les inégalités qui sont liées au genre, à l'âge ou à la couleur de peau, ou encore en travaillant sur les questions de communication. Je vous parlais tout à l'heure de la question du monopole médiatique. Alors, à titre d'exemple, et c'est juste un exemple, on a un partenaire qui s'appelle FASE, qui lutte contre la violence faite aux femmes. FASE, c'est un partenaire qui travaille dans 6 États du Brésil et qui lutte contre cette violence de plein de manières. Alors, vous voyez sur la photo des femmes qui sont réunies dans le cadre d'une campagne Femmes noires pour la vie, qui est une campagne de communication qui lutte contre le racisme à l'égard des femmes noires. Mais ils ont également plein d'autres outils, comme la cartographie sociale qui permet de repérer toutes les violences qui peuvent exister sur un territoire. Et également, ils travaillent aussi à la consolidation de réseaux communautaires, des réseaux qui vont assister les femmes dans les violences qu'elles peuvent subir au quotidien. Deuxième grand enjeu, la question de la transition écologique, économique et sociale dans les territoires ruraux. Enjeu essentiel. À titre, alors comment, pour vous illustrer un peu de la manière dont on travaille sur cet enjeu, il s'agit de dénoncer le modèle agrobusiness qui est aujourd'hui complètement dominant au Brésil et proposer une alternative qui est l'agroécologie paysanne. Alors, on a des partenaires comme ASC Soar, ASPTA ou l'ANA, qui est l'Articulation nationale d'agroécologie, qui aujourd'hui cherchent à élaborer des stratégies d'accès à une alimentation saine à des prix accessibles, et ils le font à travers la création de réseaux d'agroécologie qui vont réunir des centaines, voire des milliers de personnes autour de réseaux donc, qui organisent la production, mais aussi la transformation, la certification, la commercialisation des produits qui sont issus de l'agriculture paysanne. Troisième enjeu, la question urbaine, la question de la transition urbaine pour dépasser l'exclusion territoriale dans les villes. C'est une question qui est assez nouvelle pour nous au CCFD, c'est-à-dire qu'au CCFD, historiquement, on n'est pas sur les questions urbaines, mais il nous a semblé important que dans un pays comme le Brésil, qui est à 80% urbain, on puisse travailler sur cette question-là. Et donc dépasser le chaos apparent des villes pour s'intéresser aux initiatives citoyennes qui montrent une résistance et qui inventent un autre type de cité. Et c'est par exemple ce que fait Banco Palmas à travers des banques communautaires et la mise en place de monnaie sociale ou monnaie locale, cherchant à repenser l'économie à une échelle locale et en soutenant les familles les plus vulnérables. On pourra reparler plus tard de Banco Palmas. Alors, je vous propose, face à toute cette stratégie partenariale, nous sommes en lien avec de nombreux partenaires. Vous les voyez apparaître sur la carte. Certains ont une dimension nationale, d'autres sont plus localisés. Je vous propose qu'on fasse aujourd'hui un focus sur 2 de ces partenaires, ASPTA et Banco Palmas. Alors, première illustration, premier focus pour illustrer cet enjeu 2 que je vous ai énoncé. Vous vous souvenez, c'est la transition écologique, économique et sociale sur les territoires ruraux, avec une proposition autour d'ASPTA. Alors, ASPTA, pour vous resituer sur la carte, donc on est dans la région du Nord-Est,
dans l'état de la Paraíba. C'est un état qui fait partie du biome semi-aride, ce qui veut dire un territoire qui est marqué par un grand défi climatique et par la question de l'accès à l'eau. Historiquement, les gens devaient fuir le nord-est vers les grandes villes du sud pour pouvoir survivre en temps de sécheresse. Et le travail d'ASPTA dans la zone, il a consisté en un pari, le pari de l'agroécologie, en s'articulant avec un pôle, le pôle de la Borborema. Ce pôle-là, il est constitué de 14 syndicats ruraux et de multiples associations et groupes divers. Et ASPTA a décidé d'agir collectivement avec ce pôle. Ils ont mis en place différents programmes autour de l'eau, autour des semences, autour de l'élevage, autour de la commercialisation, jeunesse, santé, etc. Mais aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la question des femmes et sur un processus qu'ils ont mené d'empouvoirment des femmes. Alors, ce n'est pas un mot qu'on utilise en français, on dit empowerment en anglais, mais ça veut dire rendre le pouvoir d'agir à ces femmes dans la Borborema. C'est un processus en 2 étapes. Je vous propose qu'on découvre ces 2 étapes-là. Alors, première étape, on va voir comment ASPTA est passé du jardin à la constitution d'un réseau de femmes. Tout commence avec les équipes d'ASPTA qui se rendent dans les maisons de femmes paysannes qui sont enfermées chez elles, littéralement, subissant de nombreuses violences, vraiment dans un état de réclusion très fort. Et ASPTA va effectuer avec elles un travail de diagnostic pour identifier tout l'apport de ces femmes à l'économie familiale, pour qu'elles puissent découvrir à quel point elles apportent économiquement, mais aussi à plein d'autres niveaux, et contribuent à l'économie de leur famille. Alors, à travers le jardin potager, la culture de plantes médicinales, l'élevage d'animaux, etc. Donc, première étape, ce diagnostic-là. Dans un deuxième temps, ces femmes vont se rencontrer les unes les autres. ASPTA va permettre qu'elles se visitent entre elles et à travers ces visites, qu'elles apprennent des autres femmes, qu'elles s'inspirent des pratiques, qu'elles diversifient leur production et progressivement qu'elles puissent donc élargir et améliorer l'alimentation de leur famille. Donc, première étape diagnostic. Deuxième étape, ces visites d'échange entre elles. Et une fois qu'elles ont gagné une certaine confiance en elles, ces femmes vont s'insérer dans des processus collectifs. Alors, ça peut être des syndicats ruraux, ça peut être des fonds rotatifs solidaires, ça peut être des commissions thématiques, des associations, etc. Mais elles vont surtout constituer un réseau qui va grossir et qui aujourd'hui comporte plus de 2000 femmes de 60 communautés dans 10 municipalités. Donc, vous voyez, on est parti du jardin pour petit à petit arriver à ce réseau qui regroupe des milliers de femmes. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on va voir comment ce réseau va créer une marche pour revendiquer des droits à un niveau peut-être plus sociopolitique. Alors, au cours du premier processus que je vous ai décrit, il était surtout question de pratiques agroécologiques. Les femmes ont parlé de leurs pratiques, etc. Mais il y a aussi d'autres questions qui vont surgir, et notamment la question des inégalités dont elles souffrent. Elles vont expliquer qu'elles ont très peu de temps de loisirs, elles vont expliquer qu'elles ne sont pas libres de leur mouvement, qu'elles souffrent de nombreuses violences, notamment de violences sexuelles. Et ASPTA va alors affirmer un principe très fort. On ne peut pas parler d'agroécologie sans dépasser ces inégalités entre femmes et hommes. En fait, on ne peut pas parler d'agroécologie et se concentrer sur des pratiques agricoles sans avoir un véritable travail de lutte contre le machisme et contre les violences qui sont faites aux femmes. Et le slogan que vous voyez sur la photo qui va vite se répandre, c'est « Sans féminisme, il n'y a pas d'agroécologie ». Donc, forte de cette première étape qui a été de dénaturaliser la violence pour ces femmes et de se rendre compte qu'elle n'était pas normale, alors à travers plein d'outils pédagogiques, de théâtre, etc. C'est ce que vous voyez là sur les photos. Les femmes vont petit à petit décider de créer une marche pour revendiquer leurs droits, pour dénoncer les violences qu'elles subissent et surtout réclamer des politiques publiques qui puissent les protéger et les soutenir. La première marche a lieu en 2010, elle réunit 900 femmes, elle se répète chaque année et de plus en plus de femmes y participent. En 2020, elle a regroupé 6000 femmes, pour vous donner une idée. Et c'est une marche qui est intéressante parce que c'est tout un processus. Ce n'est pas juste un événement fort à un moment donné de l'année,
c'est bien un processus de formation pendant toute l'année qui culmine avec la marche, qui est un moment festif et solidaire. Autre point important, ce sont véritablement les femmes qui sont à la tête de ce mouvement. Ce n'est pas ASPTA qui est en train de les conduire, c'est bien les femmes qui ont créé cette marche et qui aujourd'hui animent tout le mouvement. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième petit focus que je vous propose autour de Banco Palmas, qui va nous illustrer l'enjeu 3, qui est donc celui d'une transition urbaine. Alors, Banco Palmas, on se trouve dans la région toujours du nord-est, mais encore beaucoup plus au nord. Vous voyez sur la carte, là, on est dans la ville de Fortaleza, dans l'état du Ceará, et dans un quartier plus particulier qui s'appelle le Conjunto Palmeira. C'est un quartier populaire, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Et dans ce quartier, les habitants sont historiquement très organisés pour lutter contre plutôt pour leurs droits au logement, à un assainissement, etc. Et les habitants de ce quartier vont se poser une question à un moment donné, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est pauvre? Et la réponse évidente, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'argent? Eh bien, parce que l'argent sort du quartier. Et de fait, les gens du quartier vont acheter dans des centres commerciaux, vont travailler ailleurs, et tous les petits commerçants du quartier sont obligés de plier boutique. Donc c'est à partir de là, dans les années 2000, que surgit Banco Palmas avec l'idée justement de relancer un cercle vertueux d'économie locale. Et ils vont donc créer une banque communautaire, Banco Palmas, avec une monnaie locale, ce que nous on appelle monnaie locale en France, mais en fait eux ils parlent plus de monnaie sociale, parce que l'objectif c'est de générer de la richesse à l'intérieur du quartier, mais aussi de redynamiser tout le lien social entre les habitants du quartier. Et donc ça c'est la première étape de ce que Banco Palmas a fait à l'échelle de son quartier. Première étape, parce que Banco Palmas a décidé ensuite d'élargir son action et de devenir un laboratoire pour repenser la cité. Alors, de quelle manière? Eh bien, je l'ai dit d'abord de manière économique, à travers la monnaie locale, mais pas que. Ils vont aussi lancer des coopératives pour donner du travail à des gens qui sont largement au chômage. Au niveau social, en créant des activités spécifiques pour les femmes du quartier, des formations, des groupes de parole, des espaces pour qu'elles puissent découvrir leur autonomie, enfin, l'importance de leur autonomie et leurs droits finalement, parce que ce sont des femmes qui souffrent aussi de nombreuses violences. Mais également au niveau politique, ils vont créer une nouvelle gouvernance du quartier avec des conseils de quartier. Moi, j'ai assisté à certains, les gens sortent avec des chaises en plastique dans la rue, et puis là, au milieu, sur le trottoir, se mettent à débattre de la question du tri des déchets ou de telle politique publique. Donc, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la démocratie directe. Donc, une nouvelle gouvernance. Au niveau aussi numérique, ils ont créé le Palmas Lab. Vous voyez les jeunes sur la photo qui sont avec leur t-shirt verte. Ce sont des jeunes à la fois du quartier et des jeunes universitaires qui se réunissent pour penser des innovations numériques, mais aussi au niveau culturel et artistique, en créant une batucada de femmes. Une batucada qui rassemble à la fois des femmes qui ont 18 et d'autres 70 ans, des femmes très populaires et pour qui c'est un lieu, elles disent, notre art et notre cri de résistance. Donc c'est au niveau culturel avec ces femmes, mais aussi avec un groupe de jeunes, avec un groupe de recyclage d'objets. Et enfin, peut-être aussi au niveau environnemental, avec la création de jardins urbains et puis d'un système de tri des déchets en lien avec les municipalités. Je pourrais continuer pendant longtemps parce qu'ils ont proposé beaucoup de choses finalement et vous sentez bien que l'idée c'est de repenser le quartier, de repenser la cité à une petite échelle pour pouvoir en inspirer d'autres à un moment donné. Alors, je vous propose de terminer en nous demandant finalement ces deux exemples, qu'est-ce qu'ils nous disent de l'action partenariale au CCFD Terre Solidaire? Quels apprentissages on peut tirer de ces deux exemples? Premier apprentissage, l'importance du processus. On voit bien, tant pour ASPTA que pour Banco Palmas, que ce sont des processus qui ont pris des années. Ils ne sont pas faits du jour au lendemain et je crois que c'est quelque chose d'important au CCFD Terre Solidaire, cette idée de soutenir des processus sur le long terme plutôt que des actions dans une logique court-termiste avec des résultats immédiats. Donc, premier apprentissage, l'importance des processus. Deuxième apprentissage, on est bien dans une logique d'accompagnement d'acteurs, que ce soit pour le mouvement des femmes avec ASPTA
dans la Borborema ou avec les habitants du quartier du Conjunto Palmeira, on est bien dans l'idée d'accompagner des acteurs plutôt que d'être dans une simple logique de projet. Et au CCFD Terre Solidaire, on croit au renforcement de la société civile pour générer des processus de transformation sociale. Et troisième apprentissage, on voit bien qu'ASPTA n'est pas parti de rien. Il n'est pas arrivé en imposant sa manière de faire, sa manière de voir l'agroécologie, etc. Il est parti de ce que les femmes savaient faire et les a fait échanger entre elles. Donc on est bien dans une perspective d'éducation populaire où les femmes sont à la fois des sachantes et des apprenantes. C'est la même chose pour Banco Palmas. Ils sont bien partis d'un désir des habitants du quartier de sortir de leur pauvreté. Ils vont partir de leurs initiatives, de leur mémoire. Donc, je retiendrai comme troisième apprentissage cette importance, cette perspective d'éducation populaire au CCFD et cette valorisation de la culture et des connaissances locales. Voilà, merci à tous et à toutes. Voilà la fin de cette quatrième présentation. Je pense qu'il est temps que nous fassions un petit point sur le synthétique, sur le partenariat et la conception du partenariat par le CCFD. Donc on va s'arrêter avec Floriane sur ses engagements qu'elle nous a décrits. Qu'est-ce qu'ils nous disent de la conception du partenariat au CCFD Terre Solidaire? Elle parle d'apprentissage. Daniel, que peux-tu nous dire à propos du premier apprentissage? Alors, dans ce reportage, Floriane nous parle de processus qui s'appuient au départ sur l'existant. De la mise en mouvement de quelques femmes jusqu'aux manifestations en rassemblant plus de 2000, ça a demandé 10 ans. Créer des conseils de quartier dans Conjunto Palmeira, ça a également demandé 10 ans. La mise en place d'une action collective, la prise de conscience d'un pouvoir d'agir, la construction d'une véritable citoyenneté, c'est un processus qui prend du temps. Les exemples de l'association GPI en Birmanie ou de VJC en Inde, déjà présentés par nos amis, relèvent d'une même démarche. Il faut laisser du temps à ces hommes et à ces femmes pour réfléchir et construire leur propre avenir. Au CCFD Solidaire, nous sommes conscients de cette nécessité et nous nous efforçons d'y répondre. En effet. Mais souvent, lorsqu'on parle de solidarité internationale, on parle de projets avec des résultats en nombre, de cahiers distribués, de puits creusés, d'argent dépensé. Et pourtant, tu ne nous parles pas de ça, et Floriane non plus, elle nous parle d'une autre chose dans son deuxième apprentissage. De quoi elle nous parle encore? C'est certainement une des originalités fondamentales du CCFD Terre Solidaire. C'est cette approche centrée sur les hommes qui a fait de notre association un acteur incontournable de la solidarité internationale, à l'origine de bien des innovations dans l'approche de cette solidarité. Parce qu'il veut lutter contre les causes structurelles de la faim, le CCFD Terre Solidaire pour soutenir en Bolivie une coopérative qui promeut l'agroécologie et protège l'environnement. En Birmanie, une association qui défend les paysans contre l'accaparement des terres. En Inde, comme au Brésil, des collectifs de femmes qui luttent contre le patriarcat, et en Syrie ou en Israël, des partenaires qui militent pour faire revenir la paix. C'est pour cela que l'on nous demande, quand on nous demande, mais que fait le CCFD? Nous sommes toujours un peu embarrassés. Comment expliquer en 2 mots que l'important, c'est le partenaire? Nous faisons confiance à des groupes d'hommes et de femmes sans nous substituer au choix de leurs actions. Nous sommes à leur écoute pour les accompagner. Comme expliquait Juliette à propos de l'Inde, nous choisissons des projets coup double, en répondant certes à des besoins immédiats, mais surtout en accompagnant ces collectifs avec bienveillance, en leur permettant d'adopter leurs projets selon les circonstances. Nous œuvrons en faveur de l'émergence d'une société civile
capable de s'organiser, de questionner le modèle de développement, de défendre ses droits, de trouver ses propres solutions. Effectivement, enfin, on pourrait dire donc en résumé que la spécialité du CCFD, c'est d'être un acteur de transformation sociale en vue de la construction d'un monde sans faim, c'est-à-dire sans famine, plus juste et plus solidaire. Et effectivement, le troisième apprentissage me semble rester dans cette logique de transformation maîtrisée par les acteurs. C'est toujours ce que Florian appelle cette fois-ci les principes de l'éducation populaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ces principes disent que pour un développement des personnes, il faut construire à partir de ce qu'elles sont. On part des besoins ressentis et exprimés, pas de ce que nous pensons bon pour elles. On s'appuie sur leurs compétences, leurs connaissances, leur culture, leur tradition. C'est cette expérience positive qui rend capacité d'agir aux personnes. C'est ce qui leur ouvre la porte à l'expression de leur créativité, de leur potentiel et au final leur rend leur dignité. C'est le seul chemin véritable pour un développement humain intégral. Et ce que tu nous dis, le chemin vers un développement intégral, c'est ce qu'on retrouve dans les encycliques sociales de l'Église, dont le CCFD s'inspire et le déclare s'inspirer dans son projet associatif. Donc ces encycliques, donc, ce sont des textes qui émanent des différents papes depuis des années, qui s'adressent bien sûr aux chrétiens, mais à toutes les personnes de bonne volonté. Je voudrais juste extraire quelques mots des deux dernières encycliques, dont une a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelait Laudato Si, sur l'environnement, et la dernière, Fratelli Tutti. Comme les précédentes, elle rappelle à toutes les pages la dignité inaliénable de la personne humaine, de toute personne humaine. Dignité que les papes déclarent indépendante de l'origine, de la couleur ou de la religion. Le pape François écrit d'ailleurs récemment qu'il est inacceptable qu'une personne ait moins de droits parce qu'elle est une femme, ou à cause de son lieu de naissance ou de résidence, ou parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ait une vie moins digne et qu'elle ne puisse pas se développer. Le pape a aussi des mots très forts sur le travail. Alors le travail qu'on entend comme une activité rémunératrice, bien sûr, mais aussi comme toute activité d'une personne dans le lieu, dans le cadre où il vit. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit passage où il parle donc du travail. Le pape dit « La grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. C'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre. C'est le meilleur chemin vers une existence digne. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter les urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. En effet, il n'existe pas de pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Dans une société réellement développée, le travail est une dimension inaliénable de la vie sociale, car il n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel en vue d'établir des relations saines, de se réaliser, de partager des dons, de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde et en définitive de vivre comme un peuple. Je pense que ces quelques phrases illustrent bien ce que nous ont montré les exemples concernant le Brésil, les deux projets. Plus loin, le pape utilise aussi le terme de charité. Il explique qu'il y a des actes de charité qui poussent à créer des institutions plus saines, des réglementations plus justes, des structures plus solidaires. C'est de la charité que d'accompagner une personne qui souffre, et c'est également charité tout ce qu'on réalise, même sans être directement en contact avec cette personne, pour changer les conditions sociales qui sont à la base de sa souffrance.
Donc chaque être humain doit pouvoir être maître de son destin. Et c'est bien le sens des engagements du CCFD que nous avons décrits dans tous ces pays où nous intervenons. Voilà. En conclusion, bon, j'espère que ces 4 présentations vous auront mieux permis de comprendre le sens de notre action. Maintenant, on va venir à des choses un peu plus concrètes. Daniel, on peut soutenir le CCFD, bien sûr, financièrement. Peux-tu nous faire un petit point sur, entre autres, la collecte dans le Gers, puisque nous sommes dans le Gers, c'est-à-dire la totalité des dons que l'on reçoit régulièrement? Alors, chaque année, le CCFD Terre Solidaire collecte l'argent versé par les donateurs. Cela constitue plus de 90% du budget de l'association. Nous sommes donc totalement autonomes, ce qui nous donne une grande liberté d'action. Le CCFD Terre Solidaire est aussi un des membres fondateurs de la charte du don en confiance, le logo bleu que vous avez sur les associations qui ont adhéré à cette charte. Pour le Gers, plus de 500 donateurs permettent de récolter un peu plus de 61 000 € chaque année. Nos chiffres restent stables malgré la crise et nous vous en remercions très fortement. Mais il nous faudrait de nouveaux donateurs, car nous ne soutenons même pas 10% des demandes qui nous sont faites partout dans la planète. Alors on compte sur vous. En effet, on a encore du travail. Mais bon, donc tu nous as parlé d'argent, mais on peut aussi donner du temps. Donc, si vous disposez, vous qui nous écoutez, d'un peu de temps, vous pouvez vous associer au parcours des 4 saisons que nous organisons pour nos 60 ans. Donc, la première étape a eu lieu la semaine dernière à propos du vivant, qui va être le thème fédérateur, mais de l'agriculture cette fois-ci. La seconde étape est prévue en juin avec comme thème la gestion de l'eau, ici et là-bas. Si vous disposez d'un peu plus de temps, vous pouvez également devenir bénévole au CCFD. Vous avez compris dans nos présentations que nos actions sont très variées et il y a une place pour tous les goûts et toutes les compétences parmi nous. Donc, en conclusion de ces soirées, nous vous remercions tous pour votre solidarité avec nos frères qui sont colocataires de la même planète que nous aujourd'hui. Donc, à bientôt, nous espérons. À bientôt.